Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débat sur les sujets de l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, nos invités, nos analystes, nos hommes des médias. Donc, nous revenons sur les faits qui ont marqué l'actualité au cours de la semaine. Aujourd'hui, nous allons au plan national parler de cette manifestation de commerçants, dits de commerçants, qui demandent tout simplement la non-reconduction du ministre Harouna Kaboré au ministère du Commerce. Nous allons donc débattre de ce sujet. Et puis, second sujet, il sera question de la suspension du professeur Meyer qui a eu à faire une publication attentatoire aux ordres burkinabés, donc qui a été suspendu par la grande chancellerie des ordres burkinabés. Nous revenons à cette actualité. Et puis, troisième sujet, il s'agit de la reconduction du Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré comme Premier ministre. Donc, nous allons également revenir dessus. Puis enfin, un dernier sujet, c'est aux États-Unis. On parle d'insurrection de pro-Trump au Capitole, des violences au Capitole. Nous allons parler également de ce sujet-là avec mes invités. À ma droite, Maître Kielem Apollinaire de Tambela, il est avocat inscrit au barreau, il est président du CRI, qui est le Centre de recherche international et de stratégie. Merci Maître d'être sur ce plateau. Et puis à ma gauche, Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de L'Opinion, L'Opinion qui paraît désormais en ligne. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Et puis juste à la gauche de Lengani, Vokuma Joacien, journaliste, directeur de publication de Kasseto.net. Merci Vokuma. Et puis enfin, dernier invité sur ce plateau, Parfait Silga, il est journaliste et analyste. Merci à vous tous d'être présents. Merci à ceux aussi qui nous suivent. Aujourd'hui, nous allons donc avoir deux parties dans cette émission. La première, c'est le débat ici. Et la seconde partie, il s'agira de débat interactif. Vous pourrez donc déjà appeler et vous inscrire pour être rappelé ensuite pour donner votre point de vue également sur ces sujets-là. On va donc commencer avec cette affaire de commerçants, en tout cas, qui se proclament comme tel contre le ministre Harouna Kaboré. Ils estiment que le ministre ne satisfait pas à leurs attentes et que pour cela, ils demandent au président du Faso de ne pas le reconduire à ce poste-là. Alors, ça a un peu frustré pas mal de gens. On a vu par la suite le conseil régional de la Chambre de commerce qui a aussi fait une sortie pour se démarquer de cette attitude de commerçant. Alors, Parfait Silga, qu'est-ce qu'il faut bien comprendre par cela ? Je ne sais pas ce qu'il faut comprendre par cela, mais je dirais que ça manque de... Je ne sais pas comment le dire, je cherche le mot, mais vous voyez, on est dans une république et c'est le président du Faso, Rochman Christian Kaboré, qui a été élu par les Burkinabés. Et c'est lui qui forme l'équipe pour diriger pendant le mandat. Donc, il forme son équipe en tenant compte des compétences qu'il a sous la main, en tenant compte d'un certain nombre de facteurs, d'un certain nombre de critères. Donc, ce n'est pas à quelqu'un de lui imposer. Ce n'est surtout pas des commerçants de lui imposer le ministre du Commerce. Et quand vous regardez la manifestation, j'allais même dire ils sont même ridicules. C'est une poignée de personnes. On ne sait même pas qu'est-ce que ce regroupement représente réellement. Et voilà pourquoi le conseil régional du centre, enfin, je vais dire la délégation régionale du centre, en ce qui concerne la Chambre de commerce, a cru bon de produire un communiqué, de prendre un communiqué pour se démarquer. Parce que en disant que ceux qui manifestent là ne représente pas, en tout cas, la majorité des... Mais c'est malheureux ce qui arrive. C'est comme si aujourd'hui, Facebook pouvait déterminer qui peut être ministre. Parce que par ailleurs, on a vu d'autres publications où des gens demandent à ce qu'on puisse reconduire tel ou tel ministre. Et donc, vous voyez, non, ils ne sont pas dans leur rôle. Mais est-ce que, quelque part, quand on regarde ce que ces commerçants disent, c'est une opinion qu'ils émettent. Ils estiment que le ministre Harouna Kaboré n'a pas satisfaire leurs attentes de commerçants. Ils estiment qu'il peut être valablement nommé ailleurs, mais pas au ministère du Commerce. C'est ce qu'ils disent. Oui, mais ce n'est pas à eux de déterminer où Harouna Kaboré doit être. C'est au président du Faso de le déterminer. Et on aurait même compris que pendant le magistère du ministre Harouna Kaboré, ils se soient vus, ils aient manifesté, ils aient posé un certain nombre de préoccupations, et que le ministre Harouna
est balayé du revers de la main leurs préoccupations. Donc, ils peuvent dire, bon, voilà, en tout cas, pendant le temps qu'il a été ministre, nous avons tenté de poser nos problèmes, il a toujours rejeté, il ne nous a pas écoutés, et donc nous pensons, nous tirons la conclusion que... Est-ce que finalement, pour terminer, est-ce que ce n'est pas une manipulation des gens? Parce que quand on veut mettre le gouvernement en place, il y a tellement de tractations, il y a tellement de choses qui se font, de branle-bas. Est-ce que ce n'est pas, par exemple, là, une sorte d'instrumentalisation? Certains ont dit que le ministre même aurait fait ça pour augmenter sa cote. Oui, mais avant cela, on a vu aussi 2 vidéos de gens qui réclamaient l'autre collègue, son collègue... Le ministre Salif Touré, de la jeunesse au commerce. Donc, voilà. Mais moi, je trouve que ce serait risqué pour le ministre Harouna Kaboré de faire une telle chose. Ce serait risqué. Parce que de toute façon, ces choses-là, on va savoir, hein, on va connaître le fin mot de l'affaire rapidement. Vous pouvez être sûr. Maître Kirem, oui, ça vous surprend quand on voit des commerçants qui revendiquent le départ d'un ministre de ce département-là? Non, pas du tout. Pas du gouvernement, en tout cas, c'est qu'ils disent, mais du département. Pas du tout. D'abord, une certaine précision. Hein. Ce n'est pas le président qui forme le gouvernement. C'est le Premier ministre qui forme son gouvernement. Si on s'en tient à la Constitution. C'est la raison pour laquelle, quand le Premier ministre démissionne, tout le gouvernement démissionne. Parce que c'est lui et son gouvernement. Et si on veut s'en tenir à la Constitution, si le président même veut imposer quelqu'un au gouvernement, en dehors des 2 postes de la défense et des affaires étrangères, le Premier ministre peut s'opposer. Et si le président n'accepte pas, il peut refuser d'être Premier ministre. Donc, en fait, c'est le Premier ministre qui forme son gouvernement. Est-ce que ça, ce n'est pas la théorie? Pas oui, mais je vous dis... Est-ce que dans la réalité, ce n'est pas le président? J'arrive. Oui. Maintenant, ici, il se trouve que la majorité parlementaire se confond à la majorité présidentielle. Donc, dans un tel cas, pratiquement, c'est le président qui a prééminence. Mais dans une situation où la majorité parlementaire serait différente de la majorité présidentielle, c'est le Premier ministre qui forme son gouvernement en dehors des postes des affaires étrangères et de la défense. C'est comme ça, c'est ce qui s'est passé en France sous Jacques Chirac avec Lionel Jospin, ou bien sous Mitterrand avec Jacques Chirac, ou bien sous Mitterrand avec Édouard Balladur. Donc, dans l'esprit de la Constitution, c'est le Premier ministre qui forme son gouvernement et qui répond. Et s'il s'en va, tout le gouvernement aussi s'en va. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut dire que la manifestation des commerçants, c'est tout à fait normal. Nous sommes en République. La loi prévoit que les gens puissent manifester. Et c'est une opinion, même s'ils ne sont pas nombreux. Est-ce que ces commerçants ont pris le soin de demander l'autorisation? Parce qu'ici aussi, on sait l'encadrement des manifestations publiques sur la voie publique. Non, ça, je ne sais pas. Parce que je ne faisais pas partie des manifestants. Donc, ils n'ont pas respecté la République. Voilà, s'ils n'ont pas respecté, bon, là, c'est autre chose. Sinon, ils ont le droit de demander. Maintenant, le problème qui se pose, c'est le timing. Pourquoi maintenant? Parce qu'ils ont dit que parce que Harouna Kaboré n'a pas pris soin d'eux lors de la Covid, etc. Tout. Mais la Covid, ça fait 1 an maintenant. Pourquoi depuis longtemps ils n'ont pas constaté que Harouna ne fait pas leur affaire? Et c'est au moment où le Premier ministre a démissionné et qu'on est en train de former un nouveau gouvernement que brusquement, soudain, tout à coup, ils se rendent compte que Harouna ne fait pas leur affaire. C'est le timing maintenant qui pose problème. Sinon, il appartient à tout citoyen, que ce soit à travers les réseaux sociaux, n'importe comment, de faire connaître son point de vue, c'est une opinion, quitte aux hommes politiques d'en décider. On a vu par exemple que des manifestations ont entraîné la démission d'Adama Sagnon sous la transition. Voilà. Et donc, c'est tout à fait normal, c'est à chacun de s'exprimer, et c'est ça la démocratie. Maintenant, il revient aux hommes politiques de savoir, n'est-ce pas, avoir l'autorité suffisante pour l'atteinte de leurs objectifs. D'accord. Beaucoup moins. Manipulation, est-ce que en termes de stratégie, le ministre Harouna Kaboré aurait pu faire ça pour faire remonter sa cote ou s'imposer d'une certaine façon? Parce qu'on dit que souvent, quand on demande le départ de quelqu'un, c'est maintenant qu'on le garde très bien. C'est une loi politique. Enfin, c'est une hypothèse monstrueuse, mais elle n'est pas totalement exclue. C'est bien possible. Mais quand on regarde comment les choses se sont passées, comme l'a dit Maître de Tambela, moi, ce qui me pose problème, c'est le timing. C'est vrai que le responsable des manifestants a expliqué que le ministre Harouna le connaît, qu'il a déjà reçu chez lui dans son bureau, qu'ils ont discuté d'un certain nombre de choses, de points et tout.
et que ce qui leur pose problème, c'est la législation, en tout cas la pratique de la législation sur les grossistes. Il a aussi dit que le ministre Aouna aurait envoyé des gendarmes l'interpeller dans son propre bureau. Ah, oui, voilà. Mais je pense que le fond qu'il a expliqué, c'est l'affaire de grossistes, semi-grossistes et détaillants. C'est ça, je crois que c'est ça le fond de leur affaire. J'estime qu'il y a des gens qui sont des grossistes et qui font du détail en même temps. Si vous prenez le secteur des boissons, qu'on appelle ça, ceux qui gèrent par exemple les maquis ou les caves, on sait qu'il y a des gens qui gèrent des caves et qui font du détail aussi. Ce qui est préjudiciable aux gérants des maquis, comme on les appelle, les détaillants. Vous ne pouvez pas, parce que quand vous prenez le tarif grossiste ou semi-grossiste, vous êtes avantagé, évidemment. Et maintenant, si vous allez faire du détail en même temps, vous pénalisez ceux qui se contentent du détail. Je pense qu'il a expliqué ça. Mais est-ce que c'est le moment de sortir aujourd'hui pour dire non, on ne veut pas que le ministre Aouna soit reconduit à son poste de ministre du Commerce? Ça, je pense que le moment est mal choisi. Ils auraient peut-être pu le faire avant. S'ils l'avaient fait avant, bon, on aurait compris. Moi, c'est le timing qui me pose problème. Mais il faut qu'on se le dise, c'est du lobbying que tout le monde fait. Je veux dire, nous-mêmes, parfois, on fait du lobbying sans le savoir. Quand on dit que dans tel secteur, il y a des résultats, c'est d'une certaine manière... Et qui ferait ces lobbying-là, des concurrents à ce poste de ministre? Pourquoi pas? Tout est possible. Je veux dire, être ministre, ce n'est pas n'importe quoi. Et puis, ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. L'artisanat fait surtout des millions de Burkinabés ici. C'est dommage que le salon de l'artisanat n'ait pas eu lieu parce que ça brasse beaucoup de monde et des gens qui viennent montrer leur savoir-faire. Donc, c'est bien possible qu'il y ait une manipulation, mais on peut aussi penser qu'il n'y a pas de manipulation derrière. Peut-être les manifestants n'ont pas bien apprécié le moment. Est-ce que ce n'est pas aussi un règlement de compte? Parce que quand on dit que des gendarmes étaient venus pour nous appréhender, est-ce que ce n'est pas aussi un règlement de compte personnel? Tout est possible. Mais ce que je remarque, c'est que dans le camp du ministre Kaboré aussi, je vois depuis hier, on sort à peu près ces bilans sur la lutte contre la fraude, la législation sur l'importation ou la limitation d'importation pour protéger les produits burkinabés, tout. Donc, bon, c'est comme si, de part et d'autre aussi, il y a une sorte de manipulation. Ce qui est évident, il y a manipulation dans cette affaire. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. Maintenant, qui est derrière tout ça, comme dit Sylga tout à l'heure, on le saura. Mais je répète ce que M. Tambela le dit. C'est le président, le Premier ministre qui décide qui reste à son poste et qui ne reste pas à son poste. Et je pense que dans une république, peut-être que tout le monde ne comprend pas exactement ce que c'est que les principes de la République ou qu'on ne l'accepte pas. Un gouvernement est décidé librement par les autorités légalement et légitimement élues par le peuple, ce qui est le cas en l'occurrence. Et je ne suis pas sûr que leur objectif sera atteint en procédant de cette manière-là. Parce que, je ne suis pas sûr non plus que le président va dire, puisqu'il menace, ils disent que si jamais il est reconduit, il ne faut pas qu'on s'étonne de ce qui va se passer. C'est des menaces. Dans une république, ce n'est pas... Mais en même temps, quand, par exemple, la délégation consulaire du centre fait un communiqué pour s'en démarquer, donc la menace ne tiendra pas, ou bien... Non, moi j'ai lu le communiqué. Il manquait un cachet, ça m'aurait convaincu effectivement que c'est bien la délégation régionale du centre qui a fait le communiqué. Mais bon, moi je pense qu'ils ont pris une position correcte en se disant qu'ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas dans cette manifestation, et qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la République en attendant que le président et le Premier ministre décident. Légani, commentaire sur cet incident, et puis qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquences politiques en termes de nomination ou de non-nomination? D'abord, je crois qu'il faut dire que les gens regardent dans les yeux de leurs camarades pour agir, quoi, dans ce pays. Ça c'est clair. Et puis, je voudrais m'inscrire en faux contre ceux qui disent que c'est le Premier ministre et le Président qui forment le gouvernement. Ce n'est pas vrai. Selon la Constitution, c'est ça? Selon la Constitution, c'est comme ça. Mais selon la réalité politique, ce n'est pas le cas. Parce que si c'était le cas,
il y a très longtemps que nous avons déjà eu un gouvernement. Et c'est maintenant que Christian Kaboré, président du FASO, et Christophe Dabilé, qui l'a nommé même sur le tard, puissent se retrouver à deux et mettre autant de temps pour nous sortir d'un gouvernement. Ça veut dire que pour former un gouvernement, il y a tout un environnement qu'il faut prendre en compte. Et je pense qu'en République, dans des pays comme les nôtres, c'est effectivement intéressant, important d'en tenir compte. Un gouvernement d'un pays comme ça peut être une affaire de président ou de premier ministre. Il y a un ensemble de considérations qu'il faut prendre en compte en tenant compte des acteurs du terrain. C'est ça la réalité. Ensuite, dans ceux qui ont manifesté, moi je crois que bon, c'est à la fois normal et ce n'est pas normal. C'est normal parce que nous sommes en démocratie, et démocratie post-insurrectionnelle, où la pratique a montré qu'effectivement des manifestations sauvages, des manifestations de rue peuvent influencer notablement les décisions de l'État. Et dans cette situation, je pense que c'est tout à fait normal que les gens calculent, selon le rapport de force qu'ils semblent avoir, dire que bon, si on sort marcher, si on sort tempêter, on va avoir gain de cause. Bon. Est-ce que ça sera le cas? Je ne sais pas. Parce que au-delà de ce qu'on voit, et comme les uns et les autres l'ont laissé percevoir, il y a un jeu d'ombre. Il y a des acteurs qui sont derrière, qui jouent. Est-ce que ces acteurs-là ne sont pas plus puissants en réalité que les tatampions qu'on a mis sur la rue et qui nous voilà aujourd'hui de nous asseoir pour en discuter? Un phénomène qui, de mon point de vue, était un épiphénomène. On ne devrait même pas en parler parce que c'était un groupuscule effectivement de gens qui sont réunis, qui ont décidé de faire ce qu'ils ont fait et qui, de mon point de vue, est condamnable. Mais pour que ce soit condamnable, il faut que l'État s'assume pleinement dans cette affaire. Est-ce que les gens ont eu une autorisation pour manifester? Est-ce que la manifestation est légale? Ce n'est pas légal. Il faut dénoncer, il faut prendre des mesures pour que demain, les gens sachent que même si vous voulez faire une telle manifestation, voilà ce qu'il faut faire, pour tenir compte des règles de la République et pouvoir éventuellement être pris en compte. En dehors de ça, je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à parler de cette affaire, mais je dis que derrière ça, il y a des gros bonnets. Si le gars dit qu'on va savoir, on sait déjà. On ne veut pas dire, comme on est au Burkina Faso. Sinon, on sait ceux qui sont derrière et pourquoi ils font ça. D'accord. Moi, je le dis. Parfait, Sylvain. Est-ce que ça pourrait avoir un effet positif pour le ministre Harouna Kaboré, par exemple, qu'il soit maintenu à son poste de ministre du Commerce, parce que les gens auraient demandé qu'il s'en aille, ou alors que ça puisse avoir l'effet négatif, qui est que, bon, voilà, la tyrannie du peuple est le dessus. Pour moi, ça n'aura aucun effet sur sa reconduction ou sur sa non-reconduction. Parce que ce n'est pas ce genre de critères-là que le président du FASO et le Premier ministre utilisent pour nommer... Aujourd'hui, par exemple, si le ministre Kaboré est nommé à un autre portefeuille ministériel, au ministère du Commerce, ça pourrait être interprété aussi comme si c'était l'effet de cette... Ça pourrait être interprété. Vous dites ça pourrait être interprété, mais en réalité, si le ministre Harouna Kaboré est muté ailleurs, ce serait sur la base d'un certain nombre de critères que vous et moi, nous ne maîtrisons pas, mais que seuls les décideurs, c'est-à-dire le président du FASO, le Premier ministre et puis d'autres personnes auraient défini. Donc pour moi, ce n'est pas ça. Mais je voulais revenir sur un point qui me semble important. C'est-à-dire que la manifestation n'a pas eu d'autorisation. Donc, c'est-à-dire que la mairie de Ouagadougou devrait normalement interdire la manifestation. Parce que là, ce serait du 2 poids 2 mesures. Imaginez que la semaine prochaine, un syndicat sorte pour faire une manifestation. Et on a souvent vu aussi et non pas d'autorisation. On a souvent vu aussi vous allez voir la CRS sortir pour arrêter cette manifestation. Il faut demander à Zaïda, il a fait quelque chose. Oui, donc c'est-à-dire qu'il faut prendre toutes les mesures pour faire respecter la loi. D'accord. Et là, dans ce cas, non. Mais juste pour... Voilà, en fait, dans cette, il y a trois hypothèses. Soit il est maintenu à son poste, je peux dire, le Premier ministre, ce n'est pas la rue qui gouverne, c'est moi qui décide, donc je le maintiens au poste du ministre du Commerce. C'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, il est muté ailleurs. Voilà. Et là, on va dire, ah tiens, ils ont obtenu gain de cause, ou bien il n'est pas du tout ministre.
Oui, n'est pas du tout ministre. Et là, tout le monde, enfin, ses opposants vont dire, ah, ça y est, on a gagné. Voilà, mais justement, ça fait une culture désormais de l'insurrection à n'en pas finir. Oui, non, mais bon, peut-être avec le temps, on va savoir. Mais je suis sûr qu'au moment de décider, c'est vrai qu'il y a l'environnement qu'évoque Lengani, mais je suis sûr qu'au moment de décider, ce n'est pas toute cette agitation-là qui va prévaloir. Qui va prévaloir au choix final. Oui, je vais ajouter. Vraiment, c'est pas un précédent, mais quand même, c'est un fait qu'il faut prendre au sérieux. Parce qu'il faut que le président et le Premier ministre montrent que leur décision n'est pas fonction de ce qui s'est passé. Et pour ça, il faut clarifier le jeu. Clarifier le jeu, c'est quoi? C'est que ceux qui ont fait ça puissent effectivement s'expliquer devant la loi. Pour qu'on cherche effectivement que la décision qui va être prise n'est pas fonction de ce qu'ils ont fait. D'accord. Mais sinon, si on laisse comme ça et on décide de maintenir Aruna, c'est comme si effectivement on veut montrer qu'on est plus fort que la rue. Oui, bon, si on allait Aruna, c'est comme si la rue avait commandé. C'est-à-dire que la décision doit se prendre de façon sereine. Et par conséquent, il faut assainir donc le milieu. Oui. Non, c'est juste pour dire que la nomination des ministres, c'est une question de confiance. D'accord. C'est la confiance vis-à-vis du Premier ministre et aussi vis-à-vis du chef de l'État, selon les majorités en cause. D'accord. Voilà. Donc, merci. On continue pour parler du professeur Meyer. Donc, professeur Meyer, on en a parlé ici il y a deux semaines, qui avait donc fait une publication sur les réseaux sociaux parlant de sa décoration, en des termes assez jugés ici d'atteinte à l'ordre, d'atteinte aux valeurs et à la dignité du Burkina Faso. Donc, pour ce faire, le grand chancelier donc, des ordres burkinabés a tenu une session avec le conseil disciplinaire des ordres nationaux, et suite à laquelle session, il a été décidé de sa suspension simplement des ordres nationaux. Alors, l'ICOP, donc ça c'est une décision qui a été prise au niveau, donc ce sera fait par un arrêté de la grande chancellerie, et puis par la suite, le grand maître des ordres burkinabé donc se chargera d'appliquer la sanction définitive qui pourrait être peut-être l'exclusion. Vokouma? Oui. Est-ce que le Burkina a fait fort, le Burkina a fait bien concernant ce cas précis du professeur Meyer? Bon, de toute façon, il fallait faire quelque chose. Voilà. Moi, j'ai discuté avec deux professeurs qui sont de l'université Thomas Sankara, qui me disent que chez eux aussi, ça fait l'objet d'un débat, puisque l'université a suspendu la cérémonie d'hommage qui était prévue pour lui. Il m'a dit que là-bas aussi, ça fait un débat. Tout le monde n'était pas d'accord pour la suspension de la cérémonie. Il y en a qui étaient d'accord. Donc là-bas aussi, ça faisait débat. Dans l'opinion, ça fait débat. Et on s'attendait, évidemment, vu quand même la teneur des propos. Je rappelle que c'est pas... Si c'était un journaliste, c'était un confrère qui avait rapporté ces propos-là, mais il allait sortir et dire que non, ces propos ont été tronqués, mal rapportés, et qu'il n'a jamais dit ça. Et l'opinion allait lui donner raison. Parce que vu son niveau d'instruction, professeur de droit, qui a formé pas mal de Burkinabés, dire des choses comme ça, c'est quand même très surprenant. Donc, ok, là, c'est un texte qui a été écrit. Moi, j'ai pris le temps de le lire. Il n'y a pas de coquille dans le texte. Donc, et par la suite, donc, le professeur a fait, mais oui, je sais, j'arrive. Donc, il écrit le texte, il le relit tranquillement et il clique sur publier. Donc, c'est-à-dire, entre l'écrit... prémédité. Oui, donc non, c'est assumé. Pour moi, c'est assumé. Quand on écrit un texte et qu'on le signe, c'est assumé. Je veux dire, on ne peut pas venir dire qu'on a tronqué ses propos. Donc, c'est un texte qui a été... voilà. Il connaît le rapport. On va peut-être rappeler le texte en le lisant. Il est ici. Maintenant, ce que le professeur Meyer a donc publié pour la première fois sur sa page. Il paraît qu'il y a des décorations à Kosiam ces derniers jours. Cela me rappelle que j'ai été décoré de toutes sortes d'ordres de Burkina, mérite national, palme académique, et que j'ai tout jeté à la poubelle lorsqu'au Conseil des droits de l'homme, il y a déjà quelques années, le Burkina s'est affiché à la tête d'un groupe d'États s'opposant fort heureusement sans succès à la nomination d'un rapporteur spécial sur les droits des personnes LGBT, donc lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et autres. C'était en effet une véritable honte d'être décoré par un tel État.
Voici ses propos. Voilà. Donc, enfin, c'est clair. Il a écrit, il a relu, il a corrigé toutes les choses et puis il a publié. Et j'ai lu de certaines personnes qui disent oui, il faut le déchoir de sa nationalité. Je ne vais pas jusqu'à ce niveau-là. Parce que c'est quand même, il faut savoir que c'est un Burkinabé aussi, la nationalité burkinabé. Et qu'on a le droit, ce que nous faisons d'ailleurs tous les week-ends ici, on a le droit de décider, de critiquer, de ne pas être d'accord avec les choix de son État. Donc c'est tout à fait normal. Sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Mais aller jusqu'à dire qu'il a jeté ses décorations à la poubelle, bon, je pense qu'il fallait effectivement que l'ordre réagisse, et c'est ce qui a été fait. Mais quand vous lisez le communiqué, j'ai le sentiment qu'il regrette même, parce qu'il y a deux possibilités. Il y a la suspension, il y a l'exclusion, et il y a l'avertissement. Il y a l'avertissement, la suspension et l'exclusion. Voilà. Et quand tu lis le communiqué, tu sens qu'il regrette qu'il ne puisse pas, cette fois-ci-là, passer directement à l'exclusion. Ouais. Hein? Et même à attaquer au pénal. Attaquer au pénal. Et parce qu'ils ont proposé de relire le texte pour le rendre beaucoup plus coercitif. Donc, le conseil de discipline de l'ordre, c'est ce qu'il a décidé. Et je pense que vu l'indignation que ça a suscité, l'émoi que ça a suscité, c'était le minimum qu'il pouvait faire. Bon, on verra, même s'il s'est excusé, c'est vrai, il s'est excusé, mais quand tu regardes, il a dit qu'il s'excuse auprès des personnes à qui il a fait du mal, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, Lengani Isaka, voici ce que les conclusions qui ont été donc arrêtées pour prendre la sanction de suspension. Il a été dit qu'au regard de la gravité des faits qualifiés d'attentatoires aux valeurs de notre pays et d'outrage aux symboles de l'État qui sont reprochés à M. Meyer, le Conseil disciplinaire des ordres nationaux a proposé la mise en œuvre de l'article 59. Donc, l'article 59 qui est la procédure d'urgence qui permet donc au grand chancelier donc, de décider d'une suspension en attendant. Moi, je crois que c'est une affaire d'une banalité exaspérante. Pourquoi? Parce que le monsieur dit qu'il a jeté ses décorations dans la poubelle. On lui écrit de nous ramener ça tout simplement. Moi, je crois qu'il n'y a pas... Oui, mais ici, c'est la loi. Il y a des textes de loi par lesquels on procède. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un, en dehors des textes de loi, ramène-nous là? Parce que la loi a prévu ici des dispositions... Mais est-ce que la loi prévoit que quelqu'un mette ses décorations dans la poubelle? Non. Mais il y a les hors-la-loi, je veux dire. Oui, c'est ça. Oui, mais la loi pour ramener les hors-la-loi. Les dispositions, par exemple, l'article 59, sont des dispositions, les articles, il y a plusieurs articles qui ont été cités, sont des articles qui, quand même, encadrent les ordres nationaux. C'est donc, mon problème. Qui donnent des sanctions qu'on prend par rapport aux membres donc, qui commettraient des impairs. D'abord, je suis heureux qu'avec Roukouma, que les ordres aient réagi. Je pense que c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est la forme sur laquelle on peut discuter. Et je ne vais pas rentrer sur le fond même du dossier en tant que tel, parce que là, c'est une affaire d'opinion. Et sur la question, j'ai la mienne, le professeur a la sienne. Mais c'est l'acte, de mon point de vue, déclarer avoir jeté ses ordres à la poubelle depuis. Ce n'est même pas maintenant qu'il a fait. Il dit que depuis que le truc est passé à l'ONU, que ça n'a pas passé, lui, il a jeté ces trucs à la poubelle. Mais il n'a qu'à nous les restituer tout simplement, tout en restant effectivement burkinabé. Parce que là aussi, il ne faut pas faire de cette affaire-là toute une montagne. Parce que bon, c'est un individu, et par la suite, qui montre qu'il a un certain regret par rapport aux actes qu'il a posés. Parce qu'il faut aussi regarder ce que M. Meyer est pour ce pays-là, ce qu'il a apporté. Il ne faut pas que c'est une seule erreur de l'individu éventuellement, on lui mette toutes les ordures du Burkina Faso dessus. Mais il a posé un acte, il a jusqu'au bout de son acte, et qu'on en prenne acte tout simplement. Mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat de mon point de vue, et puis à mettre toute la galerie sur cette question. Donc il ne fallait pas sanctionner? Il faut sanctionner, il faut lui demander tout simplement de remettre. Moi je pense. On lui écrit, Monsieur Meyer, vous avez publié que vous avez jeté vos décorations à la poubelle, rapportez-nous-les. Et s'il ne s'exécute pas maintenant, on peut engager une procédure. Je veux juste rebondir à ce que dit Lengani. Ce n'est pas une affaire d'une banalité exaspérante, comme tu le dis. Parce que la question de fond, c'est quoi? Il dit,
le motif de sa honte, c'est quoi? C'est que le Burkina s'est opposé à l'adoption de textes sur les homosexuels. La nomination d'un rapporteur. Voilà, oui, sur les homosexuels. Mais, donc, c'est une question civilisationnelle qu'il pose. Oui, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que sur l'homosexualité, il y a une législation au Burkina Faso ici. Il n'y a pas une législation anti-homosexualité au Burkina Faso ici. Il n'y en a pas. Les homosexuels vivent leur vie. Moi, j'en ai rencontré à Bobo, j'ai fait une enquête sur la difficulté qu'ils ont à se faire soigner dans les cliniques publiques ou privées. Donc, ils vivent leur vie. C'est vrai qu'il y a des villes où ils sont très agressés, comme à Bobo, par exemple, plus qu'ailleurs. Mais il n'y a pas une législation comme au Cameroun, par exemple, où il y a une législation anti-homosexualité. Donc, la question ne se pose même pas. La question ne se pose pas. Mais le problème qu'il pose, le problème de fond qu'il pose, est-ce que le Burkina va légaliser l'homosexualité, oui ou non? Lui, il le regrette, dans le fond. C'est ce que moi j'ai compris. D'appartenir à un tel pays. Voilà, c'est ça. D'accord. Parfait. Bon, cette affaire-là me gêne d'abord pour le premier point, par rapport aux médailles. Je suis d'accord avec Lengani, que si il a dit qu'il a jeté les médailles là, pardon quoi, il n'a qu'à nous amener ça, nous on en a besoin. Parce que c'est vraiment... Mais les dispositions... Non, est-ce que les dispositions disent ça? Ce que vous dites, c'est... Oui, mais est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce qu'on aurait pu imaginer que quelqu'un qui a reçu des médailles dans l'ordre national, les palmes académiques là, puisse les jeter? On ne peut pas imaginer ça. Donc, comme on peut imaginer une telle situation, il faut aussi trouver... Mais il les a jetés à la poubelle, c'est parti à la décharge publique. Donc, non. On prend maintenant la sanction. Attendez, on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui était décoré par un pays pour service rendu à la nation les jette cette médaille. Donc, nous aussi, on doit trouver des solutions pour récupérer nos médailles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce qui me gêne aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on va aussi jeter, comme on dit, l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. Pourquoi je dis ça? Parce que, quoi qu'on dise, le procès Meyer a formé des générations de juristes au Burkina Faso. Quoi qu'on dise. C'est-à-dire, on peut tout dire sur lui, on peut même jeter le propre sur lui par rapport à ces médailles-là. Mais on ne peut pas lui enlever la grande contribution à la formation des élites au Burkina Faso. Ça, on ne peut pas lui enlever. Et je comprends le débat qu'il y a eu à l'université. Parfait, Thomas est-ce que ça voudrait dire que, par rapport à l'hommage... Est-ce que ça voudrait dire qu'on prêche ici l'impunité ou qu'on confère l'immunité au professeur parce qu'il a formé des gens, donc il doit... Mon premier propos est assez clair. C'est-à-dire qu'il a posé un acte et cet acte-là, effectivement, sonne comme vraiment un respect, un non-respect aux ordres burkinabés. Et donc, sur la base des textes de loi en vigueur, il doit être sanctionné. C'est ce qui a été fait. Et moi, j'ai ajouté qu'il faut qu'on se débrouille pour récupérer les médailles. Mais par rapport à l'autre pan, on ne peut pas oublier qu'il a été d'un grand apport dans la formation des élites. Alors, mais concrètement, quand on dit ça, ça voudrait dire que quoi? Qu'on soit complaisant ou qu'on soit indulgent? Parce que celui qui est traité ici, c'est le professeur Meyer en tant que citoyen burkinabé. Non. C'est-à-dire qu'il faut faire la part entre le professeur Meyer et toute autre personne qui arrive. Aujourd'hui, j'ajoute que quand vous regardez le débat, il est tellement pollué que au-delà des ordres là, il y a même des gens qui disent mais il faut le déchoir de sa nationalité. Alors que, comme l'a dit Voukouma, c'est un citoyen qui n'est pas d'accord avec un certain nombre de prises de position de son pays, qui les a exprimées malheureusement de la façon la plus abjecte, en jetant les décorations à la poubelle. Mais ça n'enlève en rien... Oui, mais justement, les sanctions qui sont prises ici ne touchent pas il y a deux choses. Au statut de professeur Meyer. J'ai dit aujourd'hui, les gens disent il faut le déchoir de sa nationalité. Il y a des gens qui vont plus loin. Merci, parfait. Mais je vais ajouter une chose qui est importante. Au-delà du procès Meyer, il y a des Burkinabés
qui posent des actes attentatoires aux ordres nationaux. Donc ça On peut en a- Et ça- on en a même vu à et- l'Assemblée tout dernièrement. Et ça, je pense que la grande chancellerie doit prendre des mesures D'accord. aussi contre ce Burkinabé. Merci. Maître Thielem, Oui. c'est un débat qui est... Oui, c'est un débat. Effectivement, il faut tenir compte de la personnalité de celui qui a posé l'acte, comme Parfait a eu à le dire. Parce que Meyer, ce n'est pas n'importe qui tout de même. C'est quelqu'un qui a contribué, n'est-ce pas, à la formation des Burkinabés, etc., qui a même choisi notre pays. Mais maître, d'autres Comme- aussi diraient, Laissez-moi quand on n'est terminer. pas n'importe qui, on ne se Ouais, permet pas laissez-moi n'importe ter- quoi. Oui, laissez-moi Hein? terminer. D'accord, allons-y. Non, vous savez qu'en droit, la sanction est individuelle. Et pour sanctionner quelqu'un, on tient compte de la personnalité. Je ne sais pas si vous avez déjà été traduit devant un tribunal correctionnel. On vous demande toujours, avez-vous déjà été décoré? Voilà. Donc, en fonction de la personnalité, on applique la sanction. Votre personnalité peut contribuer à atténuer la sanction ou à aggraver la sanction. Moi, j'ai eu un procès dans lequel, n'est-ce pas, un agent de la police a commis un accident de la route. Mais le tribunal a aggravé la sanction en se disant que lui qui est censé donner l'exemple et qui fait ça, c'est inadmissible. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous comparaissez devant un tribunal correctionnel, un tribunal de juridiction pénale, la première des choses qu'on vous demande, avez-vous déjà été décoré, oui ou non? Et ça va jouer sur la sanction qu'on peut vous appliquer, soit en l'atténuant, soit en l'aggravant, en fonction de ce que vous avez fait. Donc, il est important qu'on tienne compte de la personnalité du professeur Meyer. C'est ce qui est applicable en matière de sanctions, selon la loi. D'accord, mais Maintenant- maintenant, est-ce que ici, avant que vous continuiez, est-ce que ça voudrait dire qu'ici, compte tenu de la personnalité du procès Meyer, qui n'est pas n'importe qui donc, et donc qui a formé plein d'intellectuels, de grands cadres en matière de droit, etc., est-ce que lui, il peut se permettre ce qu'il a fait? Ça, c'est le tribunal qui apprécie. Donc, ce sera les ordres nationaux d'apprécier. On peut estimer, ça peut aggraver sa situation, on peut estimer que lui, vu son niveau, n'aurait pas dû commettre un tel acte. Et surtout public. Voilà. Parce que si c'était privé, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ça peut aggraver sa situation. Comme ça peut jouer en atténuant. C'est le tribunal qui apprécie, c'est la juridiction qui apprécie, c'est la juridiction des ordres nationaux qui va apprécier. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est quoi? Ce n'est pas la première fois que des gens agissent comme ça par rapport aux ordres nationaux. Et certains ont dit qu'il n'a qu'à rapporter les décorations. Non. Quand on vous décore, les médailles vous appartiennent. C'est à vous. Et vous payez même, vous versez une contribution pour la décoration. Ça devient votre propriété. Moi, j'ai vu des décorations, n'est-ce pas, dans des poubelles, ou dans des trucs comme ça, soit par mégarde, soit parce que la personne est décédée et que les ayants droit ne comprennent pas la valeur de la chose, etc. Ça devient votre chose. Maintenant, ce qui se passe est que quand vous n'êtes plus d'accord, vous pouvez restituer. Moi, j'ai vu une personnalité du Burkina Faso qui, à la suite d'une polémique, a restitué sa décoration. Donc, vous pouvez le restituer. Tout comme vous pouvez jeter à la poubelle, mais à condition de ne pas le rendre public. Il y en a qui n'en tiennent pas compte, qui le jettent, mais qui ne le rendent pas public. Parce que quand vous le rendez public, ça devient maintenant une action attentatoire à la dignité des ordres nationaux, comme on a dit. Sinon, même dans le privé, vous pouvez dire dans le privé, moi j'ai jeté mes décorations à la poubelle, etc. Tout, mais ça reste un débat privé. Mais quand vous le rendez public, là maintenant, bon, l'infraction est constituée et il faut en répondre. Sinon, si vous avez remarqué, par exemple, il y a même eu des gens, les Jean-Paul Sartre ont même refusé le prix Nobel de littérature, qui rapporte même beaucoup d'argent, surtout en termes de francs CFA, c'est des millions, voire même des milliards. Jean-Paul Sartre a refusé cette décoration. Il n'y a pas longtemps, Thomas Piketty, c'est un économiste. L'économiste qui a écrit son ouvrage sur le capital. Il a refusé la Légion d'honneur. Récemment, il y a un Italien qui a restitué sa Légion d'honneur à la France. Je ne sais plus c'était à la suite de quoi là. Il y a Macron qui a pris une décision qui ne lui a pas plu. Et il a restitué sa Légion d'honneur. Le général Diendéré, par exemple, a été déchu de sa Légion d'honneur par la France à la suite de son coup d'État. Mais qu'est-ce qui se passe dans une telle situation? On ne vous demande pas de restituer la médaille. On vous radie de la liste des décorés. On va rappeler que ici c'est provisoire et que, la décision finale revient au grand maître des ordres nationaux. Mais la sanction, c'est quoi? Des ordres burkinabés. Donc c'est le président du Faso on vous radie, qui va prendre un décret. Sinon, les médailles reviennent à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que le président du Faso pourrait faire en ce moment? Est-ce qu'il pourrait être plus clément?
Non, mais moi, je répondrai d'avance en disant que le président de façon va décider en fonction des critères que je vous ai donnés, en fonction de la personnalité du professeur Meyer et en son intime conviction de ce qu'il pense de la gravité de l'acte qui a été posé. Voilà, c'est tout. Et ce sera aussi en fonction des lobbies, parce qu'il aura suivi des lobbies pour et des lobbies contre, etc. Ce sera à lui de trancher, n'est-ce pas, en son âme et conscience, dans l'intérêt de la nation et pour l'exemple à donner. Merci. On continue pour parler de la reconduction, on va dire, la reconduction du Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré, donc, qui a été reconduit par le président du Faso à la suite donc, de sa remise de démission. Est-ce que c'était une surprise pour les uns et les autres ou quels sont les éléments qui ont pu contribuer à ce que le président rappelle Christophe Marie-Dabiré à son poste? Est-ce que ce sont les premières tractations? Parce qu'on a vu un long temps qui s'est écoulé. On a cru comprendre qu'il y avait beaucoup de difficultés à faire un choix. Est-ce que c'est tout cela qui a contribué? Bon, sur ce même plateau, personnellement, j'avais émis cette hypothèse-là en me disant que, de mon point de vue, tout dépendait de ce que le président de Faso avait en tête par rapport à ce mandat-là, à ce dernier mandat. Et de mon point de vue, donc, c'est tout à fait... ça se justifie qu'il ait reconduit donc, l'ancien Premier ministre parce qu'il y a des grandes échéances au cours de cette année qui arrivent, notamment ce qu'il a promis, sa promesse électorale qu'il a plusieurs fois répétée, à savoir des assises nationales sur la question de la réconciliation nationale, etc. Donc, à partir de là, je me dis qu'il va donner le véritable cap de son mandat sera donné à partir de ces assises-là, qui vont brasser, de mon point de vue, outre les questions de réfugiés, en fait, beaucoup de questions, dont le bien vivre, c'est comme on appelle ça, le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Donc, à partir de là, il va déterminer. Avant donc, cette échéance-là, le connaissant, quelqu'un qui aime travailler sur la durée avec les gens, je le voyais mal nommer un Premier ministre aujourd'hui et au bout de 6-7 mois, vont décider en fonction des agendas qui seront fixés à partir de ces assises-là, de nommer quelqu'un d'autre qui serait, de son point de vue, plus compétent pour tenir la barque. Donc, je trouve que c'est tout à fait normal qu'il ait reconduit Christophe Dabiré. Mais là où je suis surpris, c'est vraiment la durée. Moi, j'aurais attendu que dès le 28, le décret qu'on a annoncé pour avoir été pris, en fait, la décision de démission de Christophe Dabiré, c'est le 28, est datée du 28 décembre. Et le président de Faso a prêté serment le même 28 matin, c'est ça? Tout à fait. Donc j'aurais compris que dès le 29, bon, il soit reconduit. Le décret est postérieur, il date de 30, je pense, de 30, mais il fait un... Justement, c'est ça qui n'a pas... Il prend... C'est ça, je dis, c'est pas normal. Dès lors que le Premier ministre a donné sa démission le 28 avec son gouvernement, moi, de mon point de vue, après il a prêté serment, le président de Faso, le même jour, le lendemain, nomme un nouveau Premier ministre. Il n'a pas besoin d'attendre autant de temps. Surtout que, bon, dans sa vision, c'est clair. Pour le moment, on évacue les affaires courantes. On remet en marche la machine qui a été plus ou moins freinée par l'élection, par la campagne électorale. En attendant donc les grandes décisions qui seront prises à partir de la fin du premier semestre. Parfait. Est-ce que le Premier ministre, au moment des élections, au moment de la remise de sa démission et celle de son gouvernement, on peut dire, est-ce que dans l'esprit du président du Faso, c'était lui qui l'avait reconduit ou c'est par la suite, avec les tractations qu'il a maintenues? On a entendu dire aussi que ça coïnçait de part. Il y a plusieurs noms qui ont été annoncés. Donc ça coïnçait tellement qu'on a préféré trouver le juste milieu en reconduisant Christophe Marie-Dabiré. Ou alors... Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais... C'est pas vrai. Non. Syria, on sait que vous êtes au courant de beaucoup de choses dans cette affaire. Moi, ce que je voulais dire, pour moi, sa reconduction est logique. Quand on regarde les dossiers qui ont été annoncés par le président du Faso lors de la campagne, et quand on regarde un peu les dossiers chauds, j'allais dire, de la fin du premier mandat du président, en tout cas, on aurait pu s'attendre à 75-80% qui le conduisent Christophe Dabiré. Voilà. Maintenant, pourquoi ça a tardé, on ne peut pas le dire. En tout cas, on ne sait pas. On n'a pas mais en principe, pour les profanes de la question politique,
si quelqu'un doit être là, doit continuer, on le remet le lendemain. Ou alors, dès qu'on prend sa démission, on le reconduit automatiquement. Oui. Bon, pourquoi avoir attendu si longtemps pour pouvoir encore revenir? Mais c'est les détenteurs de la décision qui peuvent répondre. Mais c'est-à-dire que Lengana a évoqué un élément qui me semble important. On dit généralement c'est le président du Faso, le premier ministre qui nomme compose le gouvernement. Voilà, qui compose le gouvernement. Mais dans un pays comme le Burkina Faso, souvent c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont pris en compte. Des facteurs sociaux, des facteurs sociologiques, des facteurs économiques. Géographique. Il y a beaucoup d'éléments qui sont pris en compte. Donc, un gouvernement burkinabé, c'est pas aussi rapide, hein, parce que il y a beaucoup de schémas. On ne dit pas tellement les choses, mais pour certains, il y a la donne géopolitique. À partir du moment où le président du Faso est du centre, le président de l'Assemblée est du centre, il a fallu forcément que le Premier ministre vienne, et que ça, c'est une culture politique. En tout cas, depuis une vingtaine d'années, c'est cette règle-là qui est non écrite, qui s'impose. Et voilà. Et il y a aussi un élément qui est important, c'est-à-dire que aujourd'hui, autour du parti majoritaire, il y a un certain nombre de partis, ils sont plus nombreux qu'en 2015, qui vont former la majorité parlementaire. Il y a beaucoup de partis. Donc, certainement, après l'investiture, il y a eu des discussions avec tous ces partis-là, pour arriver certainement à dire, voilà, le Premier ministre, il est reconduit par rapport à un certain nombre de défis à relever. Donc, pour moi, la discussion aussi a dû se mener avec tous ces partis, parce qu'on ne peut pas imaginer que le président du Faso s'enferme dans une tour et qu'il décide tout seul qui doit être Premier ministre. Il a dû rentrer dans une sorte de consultation, de négociation avec les autres partis pour pouvoir déterminer. Les partis prennent les alliés et tout. Oui, les alliés. Maître? Tout d'abord, il faut dire que je m'inscris contre la donne géopolitique dans la formation du gouvernement. Si cette règle est appliquée, je pense qu'il est temps d'y mettre fin. Parce que le gouvernement doit se former en fonction des compétences des gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un serait du sud-ouest qu'il serait ministre, qui ne va pas s'occuper du reste du Burkina Faso. Et le président lui-même, quand il battait campagne, il a battu campagne dans toutes les régions. Et partout, il y a eu des gens qui ont voté pour lui. C'est la compétence qui doit prévaloir. Et si ce gouvernement-là, le gouvernement de Roch n'est pas encore établi, qui ne tienne pas compte de la géopolitique dans la formation du gouvernement qui va venir. Parce que ce n'est pas démocratique, ce n'est pas républicain. Il doit tenir compte de deux éléments, la compétence des ministres et leur représentativité politique. Mais à compétence égale. À compétence égale, on tranche. Enfin, mais quel est l'élément qui peut maintenant donc rentrer ce sera aux politiques maintenant de décider. Les éléments qui permettent de trancher, c'est toujours en fonction des objectifs qu'on vise. Par exemple, quand j'étais aux États-Unis en tant qu'enseignant à l'université, dans le recrutement, on disait chaque fois à compétence égale, les candidatures féminines seront privilégiées. C'était comme ça la règle. Quand on recrute aux États-Unis, c'est comme ça. À compétence égale, les candidatures féminines seront privilégiées. Il y en a qui disent qu'à compétence égale, les minorités seront privilégiées. Donc, les critères, mais ça voudrait dire qu'il y a des critères subjectifs qui participent d'une sociologie. Oui, c'est pour ça que je dis que... Est-ce qu'ici au Burkina, par exemple, ça arriverait qu'à compétence égale, donc on ne peut pas supposer qu'il n'y a pas de compétences partout, dans toutes les régions, dans tous les groupes, les catégories. C'est pour ça que j'ai mis en balance aussi le poids politique. Je dis poids politique, compétence. Et à partir de ça, maintenant, on peut choisir. Ça, c'est un. Deuxièmement, comme a dit Issaka Lengani, n'est-ce pas, il faut dire que le gouvernement aurait pu être formé plus tôt. Pourquoi? Parce que tout le monde savait qu'il y aurait des élections et qu'après les élections, il y aurait un gouvernement. Donc, le président du Faso, qui a été élu dès le premier tour, pouvait déjà composer le puzzle et puis former le gouvernement rapidement. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas si simple de former un gouvernement, parce qu'il faut tenir compte de beaucoup de critères. Si vous vous rappelez, un pays comme l'Irak a fait 3 ans sans gouvernement. La Belgique a fait plus de 2 ans sans gouvernement. La Guinée-Bissau à côté, ça fait plus d'1 an sans gouvernement. Donc ce n'est pas aussi simple. Il y a beaucoup de critères qu'il faut peser et il y a beaucoup d'éléments de pondération qu'il faut prendre en compte. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. D'accord. Maintenant que Dabiré a été reconduit, ça vraiment, je vais vous dire que c'est le dernier de mes soucis. Parce que, quel que soit celui qui va mettre le gouvernement, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, comme j'ai toujours dit là, c'est travailler à l'éveil des consciences et à la vigilance du peuple.
D'accord. Une fois que... Justement, quand on regarde M. Dabiri, le Premier ministre actuel, il a forcément des atouts, il y a aussi des faiblesses. Moi, je ne le connais pas. Je sais seulement Il a été Premier ministre pendant pratiquement 3 ans, 2 ans. J'ai pas eu affaire à lui. Hein. Moi, je suis dans le privé, donc il ne gère pas mon milieu. Tout ce que je sais, c'est qu'il est Premier ministre. Je n'ai jamais eu affaire à lui, ni de près, ni de loin. Donc, je ne sais pas s'il gère bien ou s'il ne gère pas bien. Je sais seulement que bon, c'est un gouvernement de gestion, mais pas de mission. C'est-à-dire que c'est la routine. D'accord. Donc, Vokuma, sur cette question de la reconduction du Premier ministre, et évidemment, face aux défis qui sont là, est-ce que c'est vraiment l'homme qu'il faut? Parce que certains ont estimé qu'il fallait montrer, donner un élan, ou en tout cas, il fallait faire plutôt donner l'impression qu'on veut de la rupture, qu'il fallait changer. Oui, enfin, en parlant de rupture, j'ai écouté, moi je pensais effectivement, il faut attendre voir, il y aura peut-être une rupture dans la pratique. Mais j'ai entendu le secrétaire exécutif du MPP qui disait que c'était un gouvernement de continuité, enfin, il était dans la continuité. Bon. Faut attendre de voir. Mais pour moi, la reconduction de M. Dabiri à son poste peut s'expliquer par plusieurs raisons. J'ai noté pas mal de sujets, de dossiers qu'il avait commencé à traiter, de gros dossiers. Et je pense que c'était plus prudent de le laisser achever ces dossiers-là, plutôt que de prendre une autre personne qui va revenir, prendre le temps encore de rencontrer les acteurs, rentrer dans le dossier et entamer des négociations. Par exemple, sur la conférence sur la rémunération des agents de la fonction publique. La remise à plat. Vous savez qu'ils avaient estimé ça à peu près entre 47 et 50 milliards. Mais au final, c'est autour de 60 milliards. Donc ça, c'est un dossier que lui, il gère depuis longtemps. Si vous prenez au niveau de la police, vous savez que ceux qui font le concours direct et ceux qui font le concours interne, là, à la fin, ceux qui font le concours direct, ils se retrouvent pratiquement au-dessus de ceux qui font le concours interne. Ce qui crée une frustration énorme et qu'il faut aussi gérer. Nos confrères des médias publics, RTB, Citoya, vous savez, vous connaissez bien leurs revendications. Ça, c'est un dossier aussi que le Premier ministre gère depuis longtemps. Et si un nouveau doit venir recommencer le débat, je pense qu'il va encore prendre du temps, parce qu'un quinquennat, ça passe très vite. À écouter ça, on a l'impression qu'on n'aura plus jamais de nouveau Premier ministre, parce que chaque Premier ministre aura un dossier qui devra commencer. Non, mais je pense qu'il ne va pas tout, même s'il n'épuise pas tous les dossiers, il y a quand même pas mal de dossiers qui sont bien mûrs, et qui n'auront plus beaucoup de temps pour gérer ça. Au niveau de la santé, vous avez la fonction publique hospitalière. Alors, vous savez, les agents de santé et les médecins, au final, quand on regarde dans le reclassement, ils sont à peu près au même niveau que les médecins, les agents de santé. D'accord. Bon, pour quelqu'un qui a fait des études Bac plus 10, et puis ceux qui ont fait les agents de santé qui se retrouvent. Donc, là-bas aussi, il y a des frustrations qu'il faut... Autant dire qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de dossiers à entamer. D'accord. Le volet dossier, on va évoluer. Le volet dossier, je voudrais prendre un élément sur lequel beaucoup ont appuyé leur argumentaire quant à la reconduction ou au maintien de Christophe Dabiri. Il s'agit de dire qu'il y a la réconciliation nationale que le président a promis de faire dans le premier semestre. Alors moi, je vous pose la question, en quoi M. Dabiri a-t-il des qualités, par exemple, pour que cette réconciliation nationale lui soit vraiment, qu'il porte mieux cette réconciliation nationale-là, en tout cas le processus, comme un chapeau. On peut poser la question par la négative. En quoi il n'a pas les compétences pour conduire ce dossier-là? Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas, à ma connaissance, il n'a pas de problème particulier avec ses anciens camarades avec lesquels ils ont géré le pays pendant 27 ans. Je ne sais pas si... C'est un atout, comme ça? Ah oui, c'est un atout. Vous voyez, je n'étais pas là, mais je regarde l'émission. Quand à la nomination du KKB comme ministre de la Réconciliation nationale, tout le monde a éclaté de rire. Parce que... il est clivant. Il est clivant, il n'a pas le profil pour réconcilier les Ivoiriens. Ce qui n'est pas le cas avec Christophe Dabiri. Je pense qu'il a des relations pas médiocres avec ses anciens camarades. Et que sur ce dossier-là aussi, bon, les acteurs, on verra quand le comité va être mis en place, comme l'a promis le président, qui sera dedans.
et quel est le carnaval qui va être proposé pour qu'on ne se retrouve pas dans un fourre-tout. D'accord. Hein. Ce n'est pas une conférence nationale souveraine où on va décréter à la fin que les décisions sont exécutoires et tout. Donc, je pense qu'il y a un balisage du terrain qu'il faut faire. Et peut-être le président a estimé qu'il a le profil pour conduire le débat serein. D'accord. Et Lengani? Oui, moi, quelles sont les qualités par rapport à cette thématique? Oui, la question de la réconciliation, je me dis que Christophe Dabiré, j'ai eu la chance de le rencontrer avec une organisation qui se bat pour la réconciliation nationale. Et j'avais quelques ressentiments par rapport au personnage. Appréhension, on dit. Quelques appréhensions, Okay, quelques appréhensions. Merci pour le mot, quelques appréhensions. Parce que je le sentais un peu lourd sur ces questions. Alors que tout le monde s'attendait à ce que, du fait qu'on voit en lui des prédispositions, quelqu'un qui n'est pas chaud, quelqu'un qui est tempéré, qui est pondéré, qui a effectivement des atomes accrochus avec l'ancienne majorité, il a beaucoup d'amis toujours, etc. On se disait qu'il allait pouvoir booster, être un élément, un véritable wagon, un catalyseur de ce dossier. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Mais quand je l'ai rencontré, quand nous l'avons rencontré, j'ai senti qu'effectivement, il avait la volonté de réussir cette mission-là. Il avait même promis un agenda qui, de mon point de vue, était vraiment réaliste, à mettre en œuvre. Et même une stratégie qui, de mon point de vue, si ça avait été mis en œuvre, effectivement, on ne serait pas encore en train de parler de ce dossier actuellement. Mais il a eu des entraves. Est-ce que maintenant, avec la détermination du président de régler la question, est-ce que maintenant il va avoir le coup de franche pour le faire? Ça, je ne sais pas. Non, c'était pour dire que, Vokouma a énuméré un certain nombre d'éléments pour lesquels, n'est-ce pas, qui ont pu justifier la reconduction de Dabiré, à savoir qu'il avait beaucoup de dossiers en charge. Je voulais dire que ça n'a jamais été un critère déterminant dans la reconduction d'un Premier ministre ou dans le maintien d'un Premier ministre. Parce que les dossiers dont il a la charge sont gérés par un cabinet et par beaucoup de ministères, etc. Donc un élément en plus ou en moins, ça ne change pas généralement le cours des choses. Et donc, même si on nomme notre Premier ministre, dans la même journée, l'équipe lui brosse, n'est-ce pas, rapidement l'état des questions. Et les techniciens sont déjà là sur place. Ceux même qui ont traité le dossier sont toujours là. Donc c'est la permanence de l'État. Mais là, on est par exemple sur le sujet de la réconciliation nationale. Oui, sur le sujet de la réconciliation. Est-ce que sa personne n'est pas... Oui, je pense que sa personne joue. Lengani le connaît très bien, puisque il était du CDP, comme lui. Est-ce que vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui vient du CDP. Et qui n'a pas suivi les ROC là, dans leur mouvement de protestation contre Blaise Compaoré. Il était resté au CDP, si j'ai bonne mémoire. C'est de là-bas qu'on l'a attrait au gouvernement. Donc il a conservé de bons rapports avec le CDP, avec Issaka Lengani ici présent. Or, le CDP, n'est-ce pas, elle est un élément majeur dans le processus de réconciliation. Est-ce que vous avez vu? Et donc, sur ce plan-là, Dabiré étant un trait d'union entre le MPP et le CDP, peut jouer un rôle assez important dans le processus de réconciliation, dans la mesure où il a un pied dans chacun. Un pied au CDP encore? Oui, même s'il a un pied dans le CDP, un pied dans la majorité. Donc je pense que sur ce plan, sur le plan de la réconciliation, il peut être un atout non négligeable. D'accord. Parfait, Sylga. Moi, j'ai connu M. Dabiré quand j'étais... Est-ce qu'il a démissionné du CDP? Bon, ça, on n'a jamais vu sa démission. Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que quand il était commissaire à l'UOMOA, il n'était plus dans un parti politique. Ça, au moins, c'est sûr, parce que tu ne peux pas, même si tu es dans un parti politique, tu es obligé de démissionner. D'accord. Donc, quand il a fait 10 ans comme commissaire à l'UOMOA, donc on peut être donc sûr il était délié de tout militantisme. Il était délié de tout militantisme. Donc, je reviens pour dire que j'ai connu M. Dabiré dans les années 2000, parce que j'étais leader étudiant, il était ministre des enseignements. Voilà. Donc, en tout cas, je peux confirmer que c'est un homme qui a de la pondération, qui a aussi de la sagesse. Et je pense que ce sont des qualités qui peuvent effectivement être importantes dans la conduite d'un dossier comme la réconciliation nationale. D'accord. L'autre élément, effectivement, c'est que a été un grand commis de l'État sous
le magistère de Blaise Compaoré. Il était plusieurs fois ministre de la Santé, ministre des Enseignements secondaires supérieurs. Je pense qu'il a gardé un certain nombre d'attaches, de liens avec ce parti et ses dirigeants actuels. Et ça peut, en tout cas, c'est un atout important pour effectivement conduire ce dossier. D'accord. Juste deux petits mots. Oui, d'accord. Cela dit, je pense que après le premier semestre, quand les grandes orientations du gouvernement Christian Kaboré va arrêter vraiment les grands chantiers qu'il va mettre en œuvre, je ne verrai pas en ce moment Christophe Dabiré, avec son tempérament, conduire ce gouvernement-là, parce que ça m'étonnerait qu'il puisse supporter les tensions qu'il y aura à l'intérieur. Parce que, souvenez-vous, nous partons dans une législature où il n'y a pratiquement pas d'opposition. Ça veut dire que, comme la nature a horreur du vide, l'opposition va se créer au sein même de la majorité. D'accord. Et il m'étonnerait que Christophe Dabiré puisse gérer ces D'accord, on aura le temps de... Comment il n'y a pas d'opposition? Il n'y a pas d'opposition. Merci, parfait Sylvia. On fait un tour en international sur le sujet. Aux États-Unis, donc, vous avez bien suivi ces violences qui ont eu lieu au sein même du Capitole, quelque temps après des propos de Donald Trump qui a dit qu'il serait possible même que le Capitole soit pris, et puis subitement des manifestants se sont donc dirigés. Ils ont pris en compte, ils ont fait des saccages au niveau du Capitole. Maître, oui. Au Burkina, quand on dit le Capitole, les gens se posent la question au rang des institutions. Quelle est l'institution? Non, c'est très simple. Il faut savoir que capitale, capitaine, capitole, ça vient du même mot latin, caput, caputis, qui veut dire la tête. Ça veut dire là où se prennent les décisions. D'accord. Voilà. Donc, Capitole, c'est là où se prennent les décisions. Donc, ça ressemblait ici à quoi? Au Conseil des ministres ou au gouvernement? Non. Ça ressemblait, n'est-ce pas, au show. Pas tout à fait, mais au Parlement. D'accord. Au Parlement burkinabé. Notre Parlement est constitué d'une seule chambre. Alors qu'aux États-Unis, c'est deux chambres. Vous avez la Chambre des représentants et puis vous avez la Chambre des députés. Voilà, c'est ça qui constitue le Capitole. Et deuxième différence, c'est que ici, nous sommes dans un régime parlementaire. Est-ce que vous avez vu? Semi-présidentiel. Aux États-Unis, c'est un régime présidentiel. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Donc, le Capitole a plus de pouvoir. La séparation est rigide aux États-Unis, pratiquement. Alors, donc, mais pourquoi les manifestants ont dû s'en prendre donc oui, mais parce que chaque fois qu'il y a une décision là, il faut l'aval du Congrès. Parce qu'il s'agissait de valider l'élection de Joe Biden. Pour chaque décision, il faut l'aval du Congrès. Que ce soit sur les affaires étrangères, que ce soit sur la défense, que ce soit sur le budget, c'est le Congrès qui décide. C'est pour ça que la grande bataille aux États-Unis consiste à contrôler le Congrès. Vous avez vu ce qui s'est passé lors des élections en Géorgie, où c'était la majorité au Congrès qui était en jeu. Voilà. Donc, c'est pas comme le président a sa politique, le Congrès aussi a sa politique. Et théoriquement, personne ne peut influencer sur l'autre, même s'il y a des passerelles avec la pratique. Oui, mais donc, maintenant, nous sommes dans un contexte de validation d'un mandat d'un président élu. C'était pour empêcher la validation, éventuellement pour perturber la validation de Joe Biden. Est-ce que vous avez vu? Parce que Donald Trump s'est opposé, bec et ongle, n'est-ce pas, à l'élection de Joe Biden. Mais heureusement, comme c'est un pays où il y a des institutions fortes, c'était voué à l'échec. Ça ne pouvait que retarder éventuellement, mais ça ne pouvait pas prospérer. Ça aurait été dans nos pays, ça aurait pu aboutir à un coup d'État, ou bien à une insurrection, des choses comme ça. Mais dans les pays où il y a les institutions sont fortes, ces genres d'actes, c'est symbolique, c'est juste pour poser les choses, à titre de symbole. Il y a des gens, n'est-ce pas? Vous savez, ici en Afrique, les gens aiment se comparer aux médiocres, au lieu de voir, n'est-ce pas, les choses qui peuvent aller loin. Il y a des gens aussi qui ont saisi ça pour dire que oui, aux États-Unis, ça se passe comme chez nous aussi, etc. On a vu au Ghana, on dit d'ailleurs que ça se passe au Ghana. C'est pas pareil. Et les Américains, ils peuvent le faire comme ils veulent. C'est une société d'abondance. Ils ont fini de régler les problèmes essentiels de la vie. Les routes sont construites, les chemins de fer sont construits, les universités sont construites, etc. Donc, même si les États-Unis restent 1 à 3 ans sans gouvernement, ils fonctionnent. Mais ce n'est pas le cas chez nous, où, à tout moment, il faut pourvoir, n'est-ce pas, aux soins de santé, aux besoins essentiels.
Ce n'est pas la même chose. D'accord. Donc, comparer, n'est-ce pas, ce qui s'est passé au Capitole avec ce qui éventuellement pourrait se passer chez nous, là, c'est faire preuve Merci, mais on va revenir plus loin intellectuel. avec vous, parce qu'il y a des appelants extérieurs qui vont poser la question. Les Gani, très rapidement, qu'est-ce que Donald Trump il gagne? Qu'est-ce qu'il perd avec cette situation? Et qui, quand on regarde bien, il a été obligé par le président entrant à venir faire un discours pour disperser démobiliser ce qu'il faut d'abord dire, c'est la surprise générale. La surprise générale parce que qu'est-ce que Trump gagne dans ça? Comme l'a dit M. Tambela, c'est juste le barreau d'honneur de quelqu'un qui a tout perdu jusqu'à son honneur et qui, vraiment veut mettre les pieds dans le plat pour une dernière fois. Sinon, il sait très bien que son insurrection n'allait mener nulle part et que les armes de Burkina ne pouvaient pas lui servir. Bon. Donc, même si par ailleurs, Tulinabo, qui était ambassadeur ici, a été un acteur très décisif dans notre insurrection, entre griffes, et qu'il a pu le conseiller de faire la même chose. Je dis que l'individu est connu. Ce n'est pas maintenant qu'on le voit dans ces pratiques-là. Et on a suivi son discours juste avant que les gens ne prennent d'assaut le Parlement, le Capitole. Il appelait clairement les gens à pénétrer, à empêcher la tenue du Conseil. Et malgré ça, aucune disposition sécuritaire supplémentaire. Et pire, même les portes qui devaient être barricadées, on les a laissées ouvertes. Donc les gens sont rentrés comme dans du beurre pratiquement, en risquant même la vie des gens de sécurité. Il y a eu des morts quand même, il y a eu 4 morts sur place. Et ça, je dis que ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça montre à quel point l'être humain, quel que soit son niveau, est 9, mais jamais 10. Il n'y a pas de système parfaitement parfait qui, comme mon très cher ami parfait, qui puisse ne pas avoir de couacs éventuels. Mais je suis d'accord avec M. de Tambela que quand on a des institutions fortes, on a des hommes d'honneur, effectivement, ça permet de ne pas le chaos. Parce qu'on a vu que la session s'est tenue par la suite. Oui, c'est ça. Bokuma. Oui. Il y a aussi des arrestations. Et après ça, on voit que la police, la CIA, est en train d'interpeller certaines têtes qu'on a pu repérer dans ces manifestations. Oui, mais c'est l'état de droit. Ceux qui ont commis ces actes-là sont hors la loi et on verra dans les mois à venir, ils seront identifiés, arrêtés et jugés et condamnés. C'est une évidence, c'est ça l'état de droit. Mais poser la question de savoir qu'est-ce que Trump gagne. C'est la défaite et le déshonneur. C'est tout. Il va sortir de l'histoire des États-Unis par la petite porte. Mais ce qui vient de se passer, ce n'est pas surprenant. Quand on voit, pendant sa campagne, la première campagne, durant son mandat, tout le discours qu'il a tenu, il n'y a rien de surprenant de voir qu'à la fin, ayant été battu, rappelez-vous qu'il a quand même appelé un de ses amis en Géorgie, ou je ne sais pas qui, pour lui dire de lui trouver 11 000 voix. C'était exactement la différence de voix qu'il lui fallait pour remporter cet État-là. C'est quand même rocambolesque venant de la part d'un président des États-Unis. Mais il faut regarder le profil de ces gens qui ont envahi le Capitole. Qui sont ces gens-là? Depuis tout son mandat-là, ce sont des gens qui pensent que Donald Trump est en train de défendre les États-Unis contre des gens qui travaillent à sa perte. Ce sont des communistes, oui, des mondialistes, et qu'il faut quelqu'un comme Donald Trump pour détruire ce qu'ils appellent l'État profond. C'est-à-dire, ils pensent qu'en dessous, il y a des gens qui travaillent secrètement pour détruire les États-Unis. Et dans ces groupuscules-là, vous retrouvez des gens qui sont proches du Ku Klux Klan. Oui, justement, la question de la question suprémaciste qu'on... Ah oui, absolument. Est-ce que ce n'est pas là que Donald Trump tire ou surfe un peu quand il se présente dans ces d'actes qu'on condamne, mais en réalité, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas vraiment une certaine légitimité suprémaciste quelque part? Non, légitimité, je ne suis pas sûr. Et puis ces gens, ce ne sont pas des... J'ai lu des gens qui pensent que non, c'est des gens du bas peuple, des gens pauvres. Pas du tout. C'est pas vrai, oui. Pas du tout. Ce sont des gens qui sont organisés, qui savent ce qu'ils veulent et qui mènent un combat politique et idéologique. Ils pensent qu'ils estiment que la race blanche est en train de disparaître, que les États-Unis ne sont plus comme avant.
la présidence de Obama, c'était une horreur pour eux, c'est-à-dire une affaire qu'ils ont vécue pendant 8 ans. Et donc, ils pensent que Donald Trump est là pour sauver l'Amérique. L'âme de l'Amérique. L'âme de l'Amérique, l'esprit de l'Amérique, face à un péril qui viendrait de l'extérieur et de l'intérieur, soutenu par des députés, des intellectuels, les médias. Si vous regardez Fox News régulièrement, c'est ce type d'analyse-là qui ont été servis au public pendant plusieurs années. Merci. Je suis tellement d'accord avec vous, Kouma, qu'il faut regarder les premières phrases, America First. Il a dit, il a répété, c'est ce qu'il a toujours dit, et c'était le fil conducteur de son... Alors les spécialistes du Parti républicain disent qu'il a réussi à réveiller un électorat, celui dont vous parliez, d'environ 12 millions d'Américains, qui avaient complètement quitté le parti parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans les valeurs que le Parti républicain défendait. Donc, il a réussi à avoir des gens qui, ce ne sont pas des Américains moyens, pas du tout. Oui, mais justement, mais des gens qui ont... Et c'est sur quoi? Qu'est-ce qu'il a utilisé? C'est la suprématie blanche? Non, pas seulement ça, mais dire que l'Amérique, c'est d'abord aux Américains. C'est-à-dire tous les combats qu'on a connus sous Obama. Mais c'est pas pour... C'était évidemment logique de voir Trump revenir sur l'OTAN, revenir sur l'OMS, revenir sur les accords sur l'environnement. Obamacare. Voilà. C'est-à-dire que toutes ces réformes-là sur lesquelles Trump est revenu allaient dans le sens de dire tout doit revenir aux Américains. À l'Amérique. Les Américains d'abord. Et voilà. Et pour dire, il y a un certain nombre de gens qui ne croient pas en Trump, mais c'est loufoque, quoi, quand vous regardez. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a des actes comme ça. Vous vous rappelez, au début du corona, il y a un Américain qui s'est inoculé, comment on appelle, du gel. Parce que Trump aurait dit que, bon, voilà, ça peut sauver, et voilà. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Mais ça, c'est ça les Américains. Maître, est-ce que si on regarde un peu, la société américaine n'était pas en train de revenir sur un certain nombre de fondamentaux? Non, pas du tout. Dans l'équilibre des races, etc. Est-ce que, quand on regarde au cours du mandat de Trump, on a vu beaucoup d'excès contre les Noirs? Est-ce que ce problème n'est pas un risque? Ouais, on va prendre notre premier téléspectateur, puis on revient. Monsieur Ilboudo Lamoussa François. Monsieur Touré, Ouma Touré, de Bogo du Lasso. D'accord, allez-y. Bonjour, vous voulez intervenir sur l'affaire Harouna Kaboré. Bon, l'affaire des commerçants. Merci. Alors, vous me permettrez de faire une petite remarque. Je vous en prie, ne me coupez pas. Ce n'est pas un dénigrement, c'est juste une petite critique à l'égard de tous ceux qui sont au plateau. Bien sûr, même Kélem est dédouané parce qu'il est... Alors, si je ne connaissais pas Issa Kalengani, pour avoir lu des articles de lui depuis la période de Sidoine Carrefour africaine, je vous allais dire tout simplement, au regard de certaines interventions, comme des cheveux dans la soupe, j'allais me poser la question de savoir si on a réellement affaire à des journalistes. Parce qu'il y a des thèmes qui font l'actualité, qu'ils viennent aborder comme si c'était monsieur tout le monde comme moi. Donc le journaliste, il doit être au partage Monsieur Touré, de toutes les informations. Monsieur Touré, on va vous demander simplement de donner votre point de vue sur les questions qui vous intéressent, parce que ce que vous êtes en train de dire... Je voulais déboucher là. C'est pour dire qu'il faut avertir les journalistes pour qu'ils soient au courant des thèmes. Comme ça, on ne viendra pas s'asseoir, douter de Harouna Kaboré ou bien des commerçants, etc. Qui a raison, qui a tort. C'est le travail du journaliste de savoir qui a raison, qui a tort, et puis de donner de bons conseils. Ce n'est pas ce que vous avez fait aujourd'hui. Voilà ce que je voulais rappeler. Maintenant, pour l'affaire Kaboré. Allô? Oui, allez-y. Voilà, pour l'affaire Kaboré, bien, comme moi je n'ai pas fait le travail du journaliste, c'est-à-dire aller vers les principaux concernés, M. Kaboré et puis les commerçants, eh bien, au regard de tout ce que je sais de l'homme, moi, je n'aime pas la fougue de jeunesse qu'il a, par exemple, de faire l'apologie du chapeau de Saponé, alors que nous sommes burkinabés,
sur la pièce d'identité, on a écarté des questions de régionalisme, d'ethnicisme, etc. C'est comme si on disait de ne pas faire de la discrimination, de la ségrégation, hein, ce que le président lui-même dénonce, et de ne pas faire le repli identitaire, eh bien, on le fait inconsciemment, en parlant du chapeau des Saponais, alors que les peuples du monde entier ont toujours porté ce genre de chapeau. Donc, ça me pousse à dire que si les commerçants se plaignent, ça ne m'étonne pas. Parce qu'on pense avoir raison, alors qu'on agit en tenant compte que des décisions qu'on vous impose d'en haut. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Et c'est pourquoi je voudrais que le président écoute bien et analyse bien. Si les commerçants ont raison dans tout ce qu'ils avancent, eh bien, ce ministre ne doit pas être reconduit. Parce que ce que je sais de lui, il a mobilisé les directeurs généraux et une partie des commerçants pour le suivre et faire élire un président. C'est vraiment dommage. Il n'est pas un homme politique. Merci, M. Touré. Voilà, merci, M. Touré, pour votre point de vue. Qu'on va oui, bon, il a donné son point de vue. Donc, nous sommes en démocratie. Donc, chacun donne son point de vue. Et puis, quitte à ce que chacun apprécie aussi le point de vue de chacun. Donc, je disais, n'est-ce pas, qu'aux États-Unis, par exemple, il faut comprendre qu'il y a une base, ce qu'on appelle les WASP, White Anglo-Saxon Protestants. Voilà. Les Yankees, c'est-à-dire les précurseurs des États-Unis, et qui sont là et qui pensent que les États-Unis, c'est à eux. Un instant. Monsieur Ilboudo Lamoussa, François, de Ouagadougou, sur l'actualité aux États-Unis. Oui, parce qu'au fait, contrairement à ce que j'entends dire sur le plateau, ce qui se passe aux États-Unis est très, très, très grave. Ça veut dire qu'en réalité, c'est des discours de cuisine interne qui est en train de prendre la surface. Ça veut dire ce que vous voyez, ce n'est que la partie immergée de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont plus assez reconnus dans leur pays et qui est prêt à mettre la démocratie américaine en mal pour leur propre intérêt. Si vous êtes peut-être renseigné, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une comité, ou bien c'est pas un comité d'anciens secrétaires généraux, ou bien des ministères des Affaires étrangères qui ont fait sortir un communiqué pour dire que tous ceux qui vont participer à ce qu'on mette la démocratie américaine mal va répondre devant la loi. Ça veut dire que l'affaire est très profonde. Ça veut dire qu'ils ont des informations qui les permettent de penser que les gens veulent passer par tous les moyens. Donc, penser tout simplement que c'est des désireux qui ont voulu prendre l'Assemblée américaine comme ça, moi je pense que c'est voir ça tout simplement. Mais le problème, c'est que si au sommet même de la hiérarchie, de la pyramide mondiale, ça tourne mal, ça veut dire que nous pensons que ce n'est qu'aux États-Unis que ça se passe. Les répercussions vont venir jusqu'à chez nous. Parce que s'il n'y a plus, ça veut dire qu'on entre totalement et réellement dans le Far West, et que le plus fort peut faire ce qu'il veut, ça veut dire que même le problème que nous sommes en train de chercher avec les terroristes, ça va s'aggraver, parce que les Arabes vont encore mettre plus de moyens pour pouvoir prendre les parties restantes de l'Afrique noire comme on veut les islamiser par force. Et c'est très grave. Il faut qu'on trouve une solution très rapidement. Et j'interpelle les autorités américaines parce qu'ils sont en train de jouer avec le feu sans savoir où même ça va les amener. Vous voyez que Trump même a demandé à ce que ces partisans sortent le vin pour encore manifester le jour de l'investiture. On ne sait pas ce qui va arriver. Donc c'est très grave. Il ne s'agit pas seulement des gens, des désœuvrés qui sont en train, il s'agit de cabinets qui sont en train de se battre publiquement. Donc il faut forcément que ceux qui peuvent quand même intervenir pour qu'on revienne sur le droit chemin avant que ça dégénère puissent le faire. Et si l'on pensait seulement, les institutions sont fortes. Quand il y a des gens qui peuvent les diriger, je ne dis pas qu'il ne faut pas des institutions fortes. Mais Monsieur Lamoussa, oui? Qui va intervenir donc dans un problème américano-américain? Oui, là maintenant, les Nations Unies ou quoi? L'Union africaine. L'Union africaine doit envoyer une mission de médiation. Oui. Il y a des passerelles. Ce que nous voyons là, c'est la partie immergée. Les gens se parlent entre eux. Et déjà aux États-Unis, il y a des groupes de tranchées. Chacun est dans son cas. Même au sein des partis, même les républicains n'arrivent même pas à condamner l'acte. Ça veut dire que c'est très grave. Maintenant, il faut que ceux qui sont pour la démocratie, à leur fin, ne pensent pas que c'est un phénomène comme vous êtes en train de le penser. Et prennent le problème très sérieusement pour qu'on puisse sortir de ça avant que ça dégénère. Merci.
Merci bien, M. François Lamoussa. Maître termine et puis Lengani. Oui, il est intervenu dans le sens de ce que je disais. C'est-à-dire qu'il y a une frange des Américains, des white anglo-saxons protestants, qui estimaient qu'ils ne trouvaient pas son compte dans les jeux politiques américains. Donc, ils sont représentés d'ailleurs par des gens comme les John Wayne, un acteur que les gens apprécient, mais qui était pour la suprématie des Blancs. Voilà. Et donc, ils se mettaient en marge. Ces gens se sont sentis vraiment frustrés quand Obama est venu au pouvoir. Parce que pour eux, l'Amérique était vendue maintenant aux Noirs, aux mécréants, etc. Et ça a ressuscité, n'est-ce pas, leur ardeur. Et avec Trump, n'est-ce pas, ils se sont dit, mais tiens, on peut ressurgir. D'accord, donc merci. Voilà pourquoi. Merci, Maître. Lengani, vous voulez dire quelque chose juste rapidement? Oui, juste. Vraiment quelques 30 secondes, parce qu'on est au thème de l'émission. Sur le chapeau de Saponnet qu'on a tenté de dénigrer, moi, je crois que vraiment c'est... Bon, je ne sais pas, M. Touré, il a appris son journalisme puisqu'il me suit depuis Sidoya. Je le remercie pour ça. Ça veut dire qu'il est très constant sur ma personne. Aujourd'hui, ça me prend au chapeau de Saponnet. Présenter cela comme le label comme étant du régionalisme, moi je pense que c'est vraiment extrêmement très petit. C'est vraiment très petit parce que le Burkina Faso est un tout. Et dans ce tout-là, il y a des particularismes, il y a des atouts qu'on a. Le chapeau est un atout vraiment terrible qu'il faut promouvoir, même si par ailleurs d'autres populations... par exemple, le Cocodunda, par exemple, aujourd'hui, est peut-être dans une phase... et c'est une valeur sûre. Ailleurs aussi, par exemple... Il y a les sacs en cuir de Kaya. Il y a un peu partout. Et je crois que le ministère de la Culture fait aussi l'effort au plan national de valoriser nos espèces. Merci à vous qui nous suivez. Merci bien. On est au thème de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. J'étais donc avec Vokouma Joachim, journaliste et directeur de publication de Kasseto.net. Merci Vokouma d'être passé. Parfait Silga, journaliste et analyste, merci d'être passé. Et puis Maître Kielem Apollinaire de Tambela, il est donc avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRIC et le Centre de recherche international des stratégies. Merci d'être passé. Et enfin, dernier invité, Lengani Isaka, journaliste et directeur de publication de L'Opinion. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.